L'air humide et frais du soir lyonnais flottait au-dessus du Rhône et se répandait dans les rues historiques de la ville. Mais je ne respirais pas cet air. Je me trouvais au cœur de la capitale gastronomique de la France, assis à la table la plus prisée du restaurant étoilé Michelin, le Palais de Cristal, où les gens attendent 6 mois pour obtenir une réservation. Devant moi se trouvait un château Margaux, millésime 42, dont la robe rubis semblait danser dans le verre en cristal. Je ne portais pas mon uniforme, les étoiles sur mes épaules, les médailles sur ma poitrine, mon lourd manteau de laine gris qui faisait trembler les généraux lors des réunions de l'OTAN. Tout cela était chez moi, suspendu dans le coin le plus sûr de mon armoire. Ce soir-là, Isabelle Huppert n'était pas la vice-présidente de l'état-major général français, ni l'amiral de la marine. Ce soir-là, j'étais simplement Isabelle, une femme fatiguée dans la cinquantaine, célébrant seule l'anniversaire de mariage qu'elle ne pouvait passer avec son mari, vêtue simplement. C'était peut-être là mon erreur. J'avais oublié à quel point les gens vous accordaient zéro valeur dès que vous changiez de tenue. Nous vivions dans un monde rempli d'imbéciles qui pensaient que le pouvoir se cachait uniquement dans les galons des épaulettes. Et ce soir-là, j'allais me rappeler cette leçon de la manière la plus douloureuse et la plus humiliante qui soit. Lorsque le serveur posa devant moi l'assiette d'entrée sur son plateau en argent, je remarquai de l'agitation à l'entrée du restaurant. Le palais de cristal était un lieu où le silence et l'intimité étaient sacrés. L'acoustique y était telle que même le bruit des couverts s'atténuait sur les assiettes en porcelaine. Mais le bruit à la porte venait briser ce silence sacré. Je tournai légèrement la tête. Le propriétaire et chef du restaurant, Monsieur Bernard, était courbé en deux à la porte. Je reconnaissais l'expression sur son visage. C'était celle de la cupidité pure et de la volonté de plaire. À ses côtés se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années, visiblement habitué au flash des appareils photo, vêtu d'une veste de créateur qui ne lui allait pas très bien, mais qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. À ses côtés se trouvaient deux femmes tout aussi ostentatoires, dont les rires résonnaient sous le plafond du restaurant, ainsi que 3 gardes du corps. À ce moment-là, je ne savais pas qui il était. Mon rapport au football était aussi distant que celui des poissons à l'égard des vélos. Mais j'ai entendu les chuchotements du couple assis à la table voisine. « C'est lui, la nouvelle recrue de Lyon, la fierté de la ville. » La fierté de la ville? J'ai souri. C'était un sourire amer. Le mois dernier, lors d'un exercice en Méditerranée, j'avais sauvé la vie de 300 marins grâce à une décision prise en quelques secondes. La semaine dernière, j'avais passé 72 heures sans dormir pour superviser l'évacuation de notre ambassade en Afrique du Nord. Mais bien sûr, envoyer un ballon dans les filets était une raison plus valable pour être la fierté de la ville. Monsieur Bernard a chuchoté quelque chose à l'oreille du jeune footballeur. Puis, ses yeux ont commencé à balayer la salle. Son regard s'est arrêté sur les tables près de la fenêtre, en particulier sur ma table. Nos regards se sont croisés. Je connaissais ce regard. En tant que stratège militaire, je savais reconnaître le regard dit celui que l'ennemi jette avant de passer à l'attaque. Il m'a jaugé. Mon simple robe noire, mon modeste collier de perles autour du cou, le fait que j'étais seule. Et il a pris sa décision. J'étais une cible sacrifiable. Il s'est approché lentement de ma table. Ses pas dénotaient une fausse courtoisie, tandis que son visage affichait cette impassibilité professionnelle qui semblait dire « Je vais vous faire de la peine, mais je n'ai pas le choix. » « Madame, dit-il en s'arrêtant devant ma table. Sa voix était basse, mais elle cachait un ton autoritaire. « J'espère que vous appréciez votre soirée. » Je posai doucement ma fourchette. Je pris mon gant, une gorgée de vin dans mon verre et le regardai dans les yeux. Tout se passe à merveille, monsieur Bernard, le foie gras est cuit à point. Je suis ravie de l'entendre, dit-il en joignant les mains devant lui. Transpirait-il? Oui, je pouvais voir de petites gouttes perler sur son front. Malheureusement, nous avons eu un petit problème, comment dire, logistique. Logistique? Dis-je en haussant un sourcil. La logistique, c'était mon métier. Transporter des armées d'un continent à l'autre, faire naviguer des navires de guerre sur les océans, c'était mon domaine d'expertise. Réserver une table dans un restaurant ne pouvait pas être un problème logistique. Oui, répondit-il en détournant le regard. Comme vous pouvez le voir, le monsieur qui attend à la porte est la nouvelle star de l'Olympique lyonnais, l'équipe de notre ville. Nous avions préparé notre salle privée pour lui et ses invités, mais la climatisation est tombée en panne. Et lui, il tient absolument à avoir cette table avec vue sur le fleuve. Il y eut un silence, même le bruit des couverts dans le restaurant semblait s'être arrêté.
Et alors dis-je, sans cacher le ton glacial de ma voix. Eh bien, dit Bernard, d'une voix un peu plus dure cette fois-ci, son masque tombé. Je dois vous demander de libérer votre table. Nous pouvons vous accueillir au bar, le repas est pour notre compte. Mais cette table est nécessaire pour l'homme le plus important de la ville en ce moment. Au fond de moi, j'ai senti rugir le volcan que j'avais réprimé pendant des années grâce à ma discipline. Cet homme disait à l'amiral de la République française de se lever et partir. Et tout cela à cause d'un enfant gâté qui jouait au ballon. À ce moment précis, à cette seconde même, je voudrais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Lorsque quelqu'un vous regarde, avez-vous déjà eu l'impression que vous n'étiez pas un être humain, un individu, une vie qui mérite le respect, mais seulement un obstacle à éliminer? Un meuble? Connaissez-vous cette boule douloureuse que cette humiliation crée dans votre gorge? Si votre réponse est oui, écoutez cette histoire jusqu'à la fin, car ce que je vais faire dans un instant, ce ne sera pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont ignorés. Si vous connaissez ce sentiment, abonnez-vous à la chaîne et attachez vos ceintures. Car la femme invisible, elle est sur le point de devenir le plus grand cauchemar que cette ville ait jamais connu. Monsieur Bernard, dis-je sans élever la voix, je lissais la nappe en lin sur la table du bout des doigts. J'ai réservé cette table il y a 3 mois. C'est un souvenir que je chéris avec mon mari. Je suis désolé, madame, dit Bernard, abandonnant toute courtoisie. Il regarda derrière lui où le footballeur gesticulait avec impatience. Écoutez, ne compliquez pas les choses. Ce monsieur est la fierté de cette ville. Les clients ordinaires comme vous peuvent attendre. S'il vous plaît, levez-vous sans faire d'histoire. Homme, une cliente ordinaire. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. La carte militaire dans mon esprit s'illumina soudainement. Il avait franchi la ligne ennemie. La guerre était déclarée. Mais j'étais un soldat. Et un bon soldat n'agit pas avec colère, mais avec stratégie. Crier à table, révéler mon identité, hurler « Je suis l'amiral Huppert !» Tout cela aurait été un signe de faiblesse. Cela aurait été m'abaisser à son niveau. Non, je lui donnerai ce qu'il voulait, pour l'instant. Je me suis levée lentement, j'ai repoussé ma chaise. J'ai jeté un dernier regard à mon verre de vin à moitié vide et à mon assiette intacte. J'ai pris mon sac. « Je comprends », dis-je. Ma voix était si calme que même Bernard en fut surpris. Il s'attendait à une protestation, à une dispute. La fierté de la ville ne peut bien sûr pas attendre. Bernard poussa un soupir de soulagement. Il sourit avec l'air d'un commandant victorieux. « Merci de votre compréhension, madame. Permettez-nous de vous offrir une coupe de champagne au bar. » Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu en passant à côté de lui. Je suis également passée devant le footballeur. Il ne m'a même pas regardé. Plongé dans son téléphone, il riait aux éclats. Ma présence ne signifiait rien pour eux. Je n'étais qu'un tas de chair qui prenait de la place et maintenant j'avais été éliminée. Je suis sortie du restaurant. L'air frais de Lyon m'a frappé le visage. Le voiturier lié à la porte a sursauté et... Voyant l'expression de mon visage, je n'avais pas les larmes aux yeux. Je n'étais pas triste. Il n'y avait que ce silence gris et mortel que j'avais vu dans les eaux tumultueuses de la mer du Nord. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Il était 21h47. « C'est fini, monsieur ?» m'a demandé mon chauffeur en ouvrant la portière de la voiture officielle noire. Il ne s'attendait pas à me voir sortir si tôt. « Non, Jacques !» dis-je en m'asseyant sur la banquette arrière. Mes yeux étaient rivés sur le magnifique bâtiment en pierre du XVIIIe siècle qui bordait la rivière. Sous les lumières, il était si beau, si solide, tout comme l'arrogance de Bernard. « Ça commence maintenant », murmurai-je. Je sortis de mon sac la fine tablette équipée d'un lecteur d'empreintes digitales qui contenait les documents classés secrets d'État. La lumière bleue de l'écran m'éblouit. Je saisissais mon mot de passe. Je me connectais aux bases de données des archives nationales bénédictionnelles françaises, du cadastre militaire et de l'inventaire historique des munitions. J'ai ouvert le plan de Lyon et j'ai marqué la parcelle où se trouvait le palais de cristal, c'est-à-dire le bâtiment situé sur le quai de la pêcherie. Ma mémoire ne m'avait pas trompée. Elle ne me trompait jamais. À l'école militaire, j'avais appris par cœur les sièges de Lyon dans mes cours d'histoire militaire. Sous les fondations de ce bâtiment se cachait une histoire oubliée, poussiéreuse, mais tout aussi explosive. Bernard m'avait qualifié de client ordinaire. Il m'avait considéré comme quelqu'un qui pouvait attendre. Demain matin, au lever du soleil, tout Lyon verrait qui attendait. Jacques,
dis-je en regardant mon chauffeur dans le rétroviseur. Appelez le chef du service du génie de l'état-major général et dites-lui de préparer un décret de zone d'expropriation et de sécurité en utilisant mes pouvoirs d'urgence. D'ici demain matin, il n'y aura plus un seul oiseau autour de ce restaurant. Alors que la voiture démarrait, les lumières du restaurant rétrécissaient et disparaissaient derrière moi. Mais le feu qui brûlait en moi venait de se raviver. Ce n'était pas une question de repas, c'était une question d'honneur. Et le prix à payer pour avoir joué avec l'honneur d'un amiral était incalculable. Lorsque la lumière grise et brumeuse du matin lyonnais éclaira les pavés du quai de la pêcherie, le paysage ressemblait davantage à un champ de bataille qu'à une carte postale. Il était 6 heures du matin. Normalement, à cette heure-là, l'odeur des croissants frais s'échappait des boulangeries et on voyait quelques sportifs matinaux courir au bord du fleuve. Mais ce matin-là, l'air sentait la poudre à canon et le diesel. Assis à l'arrière de la voiture blindée conduite par Jacques, une tasse d'espresso chaud à la main, j'observais ce qui se passait. Cette fois-ci, je ne portais pas ma simple robe noire. J'avais revêtu l'uniforme d'apparat blanc et bleu marine brodé d'or, le plus haut grade de la marine française. Les médailles sur ma poitrine brillaient légèrement dans le soleil matinal. Mon chapeau était à côté de moi. L'avant du restaurant était méconnaissable. La brigade du génie avait fait un travail formidable pendant la nuit. Le périmètre de sécurité délimité par des rubans jaunes et noirs bloquait complètement non seulement l'entrée du restaurant mais aussi l'accès à la rue. 2 camions militaires étaient garés juste devant la façade vitrée du restaurant. Et mon détail préféré, au milieu de la porte, une grande pancarte avec une tête de mort rouge était accrochée. Attention, zone de munitions non explosées, entrée interdite. Sur le trottoir, j'ai aperçu Monsieur Bernard, vêtu de son pyjama et d'un manteau enfilé à la hâte. Ses cheveux étaient en bataille, son visage était blanc comme un linge. Il tenait son téléphone dans une main et tentait de discuter avec un jeune lieutenant qui montait la garde, le poing levé. « C'est scandaleux !» criait-il, et je pouvais l'entendre malgré les vitres teintées de la voiture. « J'ai des réservations pour ce soir. Il faut que les préparatifs soient faits à l'intérieur. Ces truffes vont pourrir. » Le lieutenant, impassible derrière son masque militaire, restait immobile. L'ordre était clair. Personne ne passerait. Je fis signe à Jacques. C'est le moment. La voiture s'est lentement approchée de la barricade. En voyant la plaque d'immatriculation et l'emblème sur le véhicule, les soldats à la porte ont immédiatement joint les talons et ont salué. Le son de ce salut a coupé les cris de Bernard comme un couteau. Jacques descendit et m'ouvrit la porte. Mes chaussures vernies touchèrent d'abord le bitume. Puis je descendis du véhicule dans toute ma majesté. Je mis mon chapeau et ajustai mes gants. Bernard me regardait avec étonnement. Il plissa les yeux. Il essayait de me reconnaître. Il avait du mal à associer la femme invisible de la nuit dernière à cette figure autoritaire. Sa mémoire lui jouait des tours. Je me suis avancée vers lui à pas lents et rythmés. Le lieutenant s'est immédiatement approché de moi et m'a fait son rapport. « La sécurité de la zone est assurée, commandant. L'évacuation des civils est terminée. Les démineurs ont commencé à fouiller l'intérieur. Bravo, lieutenant, dis-je en conservant le ton métallique de ma voix. Bernard intervint en bégayant. « Co-commandant, que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous, mon restaurant, mes clients ?» Je me suis tournée vers lui. J'ai lentement retiré mes lunettes de soleil et j'ai plongé mon regard bleu glacial dans ses yeux remplis de peur. La reconnaissance l'a frappé comme un éclair. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Ses pupilles se sont dilatées. « Vous, » murmura-t-il, « hier soir, la table. » « Bonjour, monsieur Bernard, » dis-je avec un léger sourire dangereux sur les lèvres. « Je vous ai dit que j'étais experte en logistique, vous vous souvenez ?» Bernard se mit à trembler. « Mais c'est impossible, vous n'êtes qu'une simple... Je ne suis qu'un simple client. » Je l'interrompis. « Non, Bernard, je suis l'amiral Isabelle Huppert, vice-présidente de l'état-major général français. Et en ce moment même, vous vous tenez au-dessus de barils de poudre extrêmement dangereux et instables datant du siège de Lyon en 1793. » Je lui tendis le dossier. « Voici l'ordre de réquisition. Votre bâtiment a été scellé pour une durée indéterminée par l'armée au motif qu'il représente un risque pour la sécurité nationale. Une fouille à la recherche d'objets historiques et de matières explosives va être effectuée. » Bernard n'a pas pris le dossier. Sa main est restée en l'air.
Combien de temps cela va-t-il durer? A-t-il demandé d'une voix presque inaudible. Les fouilles archéologiques sont des travaux délicats, ai-je répondu comme si je parlais de la météo. Surtout lorsqu'il y a un risque d'explosion, je dirais 5 ans, peut-être 7. Qui sait? L'histoire ne se précipite pas, n'est-ce pas? Ah, c'est à ça, ça m'a 5 ans. Je savais ce que ces mots signifiaient pour un chef d'entreprise. La faillite, la ruine, la fin. À cet instant, j'ai vu la lumière s'éteindre dans les yeux de Bernard. L'homme arrogant et hautain avait disparu, remplacé par un homme désespéré et brisé. C'est à ce moment précis, voir un homme écrasé sous le poids de sa propre arrogance procure un étrange sentiment de satisfaction. La justice ne se fait pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, elle se présente un matin à votre porte sous la forme d'un destin. Si vous aimez autant que moi donner une leçon à ceux qui oublient à qui appartient le pouvoir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car le prochain sur la liste est le footballeur, la fierté de la ville. Et le footballeur? Demanda Bernard, dans un dernier espoir. Il devait venir ce soir avec toute l'équipe. Je souris. Saluez-le de ma part, et conseillez-lui de trouver un emploi dans une autre ville, de préférence dans un endroit qui ne soit pas une zone militaire. Car d'après ce que j'ai entendu, le sol des terrains d'entraînement est également assez historique. Je me retournai. Bernard s'était effondré sur place. Les soldats avaient déjà commencé à décharger le matériel de fouille d'Astelog des camions. Ce bruit était pour moi une symphonie de victoire. Quand je suis revenue à la voiture, Jacques m'a regardé dans le rétroviseur. Ses yeux reflétaient un mélange de respect et d'une légère crainte. Quelle est la prochaine étape, commandant? Le quartier général? Je refermai mon dossier. Non, Jacques, répondis-je. Nous allons au centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. Je veux rencontrer un jeune talent. Nous devons lui apprendre où se trouve le vrai terrain. Pendant que la voiture roulait, je ne pensais pas aux dégâts que je laissais derrière moi. Bernard n'était qu'un pion, et il était tombé de l'échiquier, mais le roi était toujours là. Et je n'allais pas mettre fin à la partie avant de l'avoir mis échec et mat. Il était 9 heures du matin lorsque nous sommes arrivés au centre d'entraînement Groupama, dans la banlieue de Lyon. C'était une forteresse moderne, faite d'acier et de verre. Les barrières de sécurité à l'entrée, les voitures de sport dernier cri dans le parking, les caméras D placées à chaque coin. Tout était conçu pour montrer à quel point les personnes à l'intérieur étaient coupées du monde extérieur, à quel point elles étaient spéciales. Jacques a conduit notre voiture immatriculée militaire vers l'entrée principale. L'agent de sécurité dans la guérite a posé son sandwich et est sorti d'un pas nonchalant. Il portait un gilet fluo avec le logo du club. Il nous a regardés d'un air blasé, comme si nous étions des intrus. « C'est une propriété privée », dit-il à Jacques qui avait baissé la vitre. « La séance de dédicaces aura lieu cet après-midi. Les fans doivent passer par la porte arrière. » Jacques ne s'est même pas retourné vers moi. Il a simplement dit d'une voix calme. L'amiral Huppert va rencontrer le président du club, Monsieur Vallée. Le gardien de sécurité a ri. Vous avez rendez-vous? Le président regarde l'entraînement en ce moment, il ne reçoit personne. Surtout, son regard s'est posé sur moi, assise à l'arrière, puis sur mon uniforme. Son sourire s'est figé sur son visage. L'uniforme officiel de la marine et l'atmosphère froide et solennelle qui régnait dans la voiture ne dégageaient pas le genre de menace qu'un homme en train de manger un sandwich pouvait comprendre. C'était un ordre direct. « Ouvrez la porte », dis-je. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai simplement dit. L'agent a dégluti. Il a tendu la main vers sa radio, puis s'est ravisé. Cette barrière a été levée plus rapidement que je ne l'avais jamais vue de ma vie. Lorsque nous sommes entrés, j'ai vu les voitures garées dans la section VIP du parking. Des Ferrari, des Lamborghini, des SUV sur mesure. Chacune d'entre elles coûtait plus cher que 20 ans de salaire d'un soldat français. Les propriétaires de ces fortunes sur roues jouaient au ballon sur la pelouse verte un peu plus loin. Je suis descendue de la voiture. Jacques m'a tendu ma casquette. L'intérieur du complexe ressemblait à une base spatiale. Sur les murs, d'énormes posters, des coupes, des récits de succès, et le plus grand poster était bien sûr le sien, Antoine, ce gamin insolent de la veille. Sur l'affiche, il souriait, les bras écartés, comme s'il embrassait la ville. En dessous, on pouvait lire « Le nouveau roi de Lyon ». Le roi? Les rois ont toujours été les plus rapidement détrônés de l'histoire. Il n'a pas été difficile de trouver le chemin du bureau du président.
Tout le monde, dans le couloir, s'écartait à la vue d'un amiral en uniforme, chuchotait, ne sachant pas quoi faire. Le monde du football était tellement habitué à vivre selon ses propres règles que, confronté à une véritable autorité, son système se détraquait. La secrétaire a essayé de m'arrêter. « Madame, Monsieur Vallée est très occupé en ce moment. » J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Monsieur Vallée était assis derrière un grand bureau en acajou et parlait au téléphone. En face de lui, il y avait une immense baie vitrée donnant sur le terrain d'entraînement. En me voyant, il a décroché le téléphone de son oreille. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici ?»« Ah, l'amiral Isabelle Huppert, » ai-je répondu en marchant vers le centre de la pièce. « Éteignez votre téléphone, monsieur Vallée. Ce dont nous allons parler est bien plus important que le budget des transferts pour la saison prochaine. » Vallée raccrocha, stupéfait. « Amiral, y a-t-il un problème? Une menace terroriste? » « Et il y a certainement une menace, » ai-je répondu en m'approchant de la fenêtre pour regarder le terrain d'entraînement. J'ai aperçu Antoine sur le terrain. Alors que les autres joueurs s'échauffaient, il se tenait les mains sur les hanches et parlait à l'entraîneur adjoint. Son langage corporel était le même que d'habitude. « Je suis là, et vous n'êtes que des figurants autour de moi. »« Ce garçon, » dis-je en désignant Antoine du doigt, « nous avons un problème avec lui. » Le valet s'est détendu. Il a même souri. « Ah, Antoine! Oui, il est un peu fougueux. Mais c'est un génie, amiral, la fierté de la ville. Si vous voulez un autographe, nous pouvons attendre la fin de l'entraînement, mais… » Je me suis tournée vers lui. Mon regard a effacé le sourire commercial de son visage. « Je ne veux pas d'autographe, monsieur Vallée. Je suis venu ici pour discuter d'un risque géologique et militaire causé par ce génie. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Antoine entra, en sueur, vêtu d'un survêtement et une serviette autour du cou. Derrière lui, un entraîneur adjoint désespéré tentait de le retenir. « Président !» cria Antoine, sans me prêter attention. « Ce nouveau gazon est horrible! Mes crampons glissent! Je vous avais dit de faire venir du gazon spécial d'Italie. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. » Le valet se leva, paniqué. « Antoine, calme-toi. Nous avons un invité en ce moment. » Antoine s'est tourné vers moi. Son regard s'est posé sur moi. Il a vu l'uniforme, les médailles, mais son cerveau n'arrivait toujours pas à faire le lien avec l'obstacle au restaurant de la veille. Ou alors, même s'il avait fait le lien, il s'en moquait. Dans son monde, tout le monde était là pour le servir. « Un soldat ?» dit-il d'un ton méprisant. « Quoi? On part en guerre? Président, on réglera cette absurdité plus tard. On doit discuter de la clause de mon contrat. Le chauffeur privé n'est toujours pas arrivé. » Il fit un pas vers moi, et une odeur de transpiration se répandit dans la pièce. « Hé, ma tante, ce n'est pas un vestiaire ici, les rencontres avec les fans ont lieu dans le parking. »« Beige son, Siri son kitten, voilà. » L'erreur de Bernard était sa cupidité, celle d'Antoine était sa croyance aveugle en son immunité. Il se prenait pour un dieu, mais il avait oublié une chose. Les dieux disparaissent lorsque les hommes cessent de croire en eux. Je me suis lentement tournée vers lui. Il n'y avait qu'un mètre entre nous. Il était plus grand que moi, mais à ce moment-là, c'était moi qui occupais le plus d'espace dans la pièce. « Antoine Dumont, » dis-je. Ma voix était aussi froide qu'un verdict de tribunal. « Hier soir, vous avez chassé une vieille dame de sa place pour une table. Aujourd'hui, vous allez découvrir qui est cette femme. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» dit-il en fronçant les sourcils. J'ai sorti le deuxième dossier de mon sac. Ce dossier était plus épais que celui du restaurant. Et sur la couverture, il était écrit « Urgent, sécurité nationale et intégrité territoriale ». « Monsieur Vallée, » dis-je sans quitter Antoine des yeux. Lors des inspections que nous avons effectuées ce matin, nous avons malheureusement constaté que les installations d'entraînement de Groupama, en particulier la nouvelle zone d'extension sur laquelle nous nous trouvons actuellement, ont été construites sur les conduits d'aération d'un abri souterrain datant des années 1850. Et ces conduits, je souris à Antoine, présentent des signes évidents de fuite de méthane encore active. Quoi? Le visage de Vallée est devenu livide. Cela signifie, ai-je poursuivi, que l'autorisation d'exploitation de ce complexe est suspendue à compter de ce jour. Toute la zone sera placée sous contrôle militaire. Les entraînements sont annulés. Les matchs, incertains. Antoine a ri. C'était un rire nerveux, incrédule. C'est une blague? Si je ne m'entraîne pas, je ne peux pas jouer. Si je ne joue pas, Lyon perd. Pour qui te prends-tu? Tu ne peux pas m'arrêter. Je suis cette ville. Je fis un pas vers lui.
Tu n'es pas cette ville, mon garçon. Tu n'es qu'un invité qui profite de l'argent de cette ville. Et le propriétaire commence à être dérangé par le bruit. Le valet contourna la table. Amiral, s'il vous plaît, il doit y avoir un moyen. Nous sommes en pleine saison. Ce gamin est notre star. Nous avons investi des millions en lui. Je posai le dossier sur la table. Le bruit résonna comme un coup de marteau. Il y a bien sûr un moyen, dis-je, comme si cela venait de me venir à l'esprit. D'après les rapports d'analyse des risques, réduction des éléments générateurs de vibrations pourrait accélérer le processus. Peut-être que le problème ne vient pas de l'installation, mais des poids qui s'y trouvent. Mon regard s'est fixé sur Antoine. Il paraît que le temps est très beau à Marseille en ce moment, ou peut-être une équipe de Ligue 2. Le terrain y est plus solide. L'expression arrogante sur le visage d'Antoine faisait peu à peu place à la peur, car lui aussi commençait à comprendre. Cette femme n'était pas seulement un soldat, cette femme était une force de la nature capable de détruire sa carrière, son statut de star qu'il aimait tant, d'un simple trait de plume. En quittant la pièce, le silence que je laissais derrière moi était bien plus satisfaisant que la joie d'un but marqué dans un stade. « C'est fini ?» demanda Jacques lorsque je montai dans la voiture. « Non », répondis-je en regardant par la fenêtre Vallée, paniqué au téléphone, et Antoine, figé sur le terrain. Nous commençons à peine à nous échauffer. Les autres qui riaient à cette table ce soir-là sont les prochains sur la liste. La justice est un plat qui se mange froid, Jacques, et j'ai très faim. Il était un peu plus de midi lorsque je suis retournée au quartier général, c'est-à-dire dans mon monde réel, derrière ces murs épais et ces portes hautement sécurisées. Mon bureau ne donnait pas sur le Rhône, mais sur les quais gris et ordonnés du port militaire. Ici, pas de lumière tamisée, ni d'ambiance romantique. Ici, il n'y avait que des faits, des cartes stratégiques et des coups dont les résultats étaient calculés à l'avance. Je me suis assis à mon bureau. 3 écrans étaient ouverts devant moi. Le premier affichait des images en direct prises par un drone des travaux de fouille devant le restaurant Le Palais de Cristal. Bernard y était toujours assis sur le trottoir, essayant d'expliquer quelque chose aux policiers, mais personne ne l'écoutait. Le deuxième écran diffusait les dernières nouvelles en provenance des installations de Groupama. Affirmation choc. Risque de fuite de gaz toxique sur le terrain d'entraînement de Lyon. Les installations ont été fermées pour une durée indéterminée. Antoine Dumont a été vu quittant les installations. Mais mon attention était rivée sur le troisième écran. Il y avait une diffusion en direct sur Instagram, le duo connu sous le nom des Princesses de Lyon. Les 2 femmes qui, hier soir, riaient aux blagues d'Antoine et me regardaient comme si j'étais un insecte. L'une s'appelle Juliette, c'est l'épouse d'Henri Rousseau, l'un des plus grands magnats de la logistique et de la construction à Lyon. Une femme qui porte comme une armure le statut acquis grâce à la fortune de son mari et qui considère que claquer des doigts au serveur est un signe de noblesse. L'autre, c'est Chloé, une hostar avec 2 millions d'abonnés. La petite amie d'Antoine. Sa vie n'est qu'un mensonge caché derrière des filtres. Elle a fait fortune grâce à sa gamme de produits de soins pour la peau 100% bio et naturel. À ce moment-là, elles étaient en direct depuis le Spa Royal, le spa le plus luxueux de la ville, un verre de champagne à la main, au bord du jacuzzi. « Oh oui, mon chéri !» disait Chloé en envoyant un baiser à la caméra. « La fête de ce soir va être incroyable. Antoine est un peu nerveux, mais on va y arriver. Il y a eu quelques obstacles ennuyeux, mais rien ne peut nous arrêter, n'est-ce pas, Juliette ?» Juliette gloussa. « Absolument, ma chérie. Personne ne peut gâcher notre plaisir. Nous sommes au sommet de cette ville. » Au sommet, les alpinistes le savent bien. Le sommet est l'endroit où l'oxygène est le plus rare et où la chute est la plus mortelle. Je tendis la main vers le téléphone. Cette fois-ci, je n'appelais pas un officier du génie, mais le colonel Renard, chef du service logistique de la marine. « Commandant », dit le colonel, d'une voix claire comme à son habitude. « Colonel », dis-je sans quitter Juliette des yeux sur l'écran. Je voudrais que vous réexaminiez nos contrats avec Rousseau Logistique, en particulier ceux concernant la flotte de camions qui transportent nos cargaisons militaires au port de Marseille. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» « Oui, répondis-je, j'ai détecté une faille dans l'enquête de sécurité.
Les interactions publiques des membres de la famille et du propriétaire de l'entreprise avec le personnel militaire ont soulevé de sérieux doutes quant à la fiabilité de l'entreprise. Suspendez tous les contrats et annulez les cartes d'accès des véhicules de Rousseau aux zones militaires. Immédiatement. À vos ordres, commandant. Je raccrochai le téléphone et j'appelai immédiatement le deuxième numéro, le directeur général des douanes, mon ancien camarade de promotion, Pierre. Isabelle? La voix de Pierre était surprise. Je suis ravie de t'entendre. Tout va bien, j'espère. Un petit souci sanitaire, Pierre, répondis-je. Il y a un conteneur en attente à la douane du port. Il contient des produits cosmétiques de la marque Chloé Beauty. D'après nos renseignements, ces produits bio pourraient contenir certains composants chimiques non conformes aux normes européennes. Du mercure, du plomb. Tu sais bien que la santé publique passe avant tout. Pierre avait compris le message. Bien reçu, amiral. Je vais immédiatement appliquer le contrôle ligne rouge à ces conteneurs, jusqu'à ce que les résultats du laboratoire soient connus, ce qui prendra des mois. Pas un seul rouge à lèvres ne passera la douane. Merci, Pierre. Ah, je me suis adossée et j'ai appelé Jacques. Prépare la voiture, Jacques. J'ai besoin de me détendre un peu. Le spa royal, ça me semble parfait. Une demi-heure plus tard, lorsque Jacques m'a déposé devant l'entrée du spa, je portais à nouveau mon uniforme complet. En me voyant, la réceptionniste a failli laisser tomber son téléphone. Elle ne m'a pas demandé mon rendez-vous, elle a simplement réussi à dire d'une voix tremblante « La section VIP est au sous-sol, monsieur ». Je suis descendue, l'odeur de vapeur et de lavande. À peu laissé place à une certaine tension. Lorsque je suis entrée dans la pièce, Chloé était toujours en direct. Et c'est pourquoi ma peau est si éclatante. Parce que je n'utilise que le meilleur. Elle m'aperçut. Ses mots restèrent coincés dans sa gorge. Sa main, qui tenait le téléphone, resta suspendue en l'air. Juliette se redressa sur sa chaise longue et baissa ses lunettes de soleil. « Vous, dit Juliette d'une voix aiguë, que faites-vous ici? Cet endroit est réservé aux femmes. C'est un établissement commercial, Juliette, ai-je répondu en m'approchant d'eux. Le bruit de mes bottes sur le sol en marbre couvrait la musique du spa. Et je suis une femme. Mais contrairement à vous, je ne tire pas ma force de mon mari ou de filtre. À ce moment-là, le téléphone de Juliette se mit à sonner. L'écran affichait « Mon mari, Henri ». Elle décrocha. Le son était en mode haut-parleur. « Juliette !» rugit la voix d'Henri. « Qu'est-ce que tu as fait? Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? »« Henri, que se passe-t-il? Je suis au spa. » Au diable ton spa, l'armée a annulé tous les contrats. Juliette, tu as perdu un marché de 50 millions d'euros. Ils ont invoqué un risque pour la sécurité familiale comme justification. À qui t'es-tu attaqué? Quel général as-tu insulté? Juliette me regarda, son visage était plus pâle que son peignoir blanc. Au même moment, les notifications ont commencé à s'afficher les unes après les autres sur le téléphone de Chloé. Je pouvais lire les commentaires de ses followers dans le flux en direct. « Chloé, tu as vu les infos? Le ministère des Douanes a saisi tes produits. Il y aurait des substances toxiques. Tu mens, tu empoisonnes les gens. »« Je te quitte, imposteur !» Chloé a crié et a fermé la diffusion. « Ce n'est pas possible. Mon lancement de demain. » Je me tenais entre les deux. Les étoiles sur mes épaules brillaient, même dans la lumière tamisée du spa. « L'information, c'est le pouvoir, mesdames, » dis-je d'une voix calme. « Mais la façon dont vous utilisez cette information détermine votre caractère. Vous avez utilisé ce pouvoir pour opprimer les serveurs et rabaisser les gens. Moi, je n'ai fait que corriger le flux logistique. » C'est-à-dire, Juliette s'était mise à pleurer. « S'il vous plaît, mon mari va me tuer. Nous sommes désolés. Cette nuit-là, nous nous amusions, c'est tout. »« Vous vous amusiez ?» demandai-je en conservant le ton glacial de ma voix. « Vous vous amusiez à briser l'honneur d'une femme. Maintenant, vous payez le prix de ce divertissement. Et croyez-moi, il n'y a jamais de réduction sur les factures militaires. » Je leur tournai le dos. Je les laissais dans leur paradis luxueux, seuls avec leur vie brisée. Les sanglots de Chloé et les supplications de Juliette à son mari au téléphone résonnaient derrière moi comme une musique de fond. Quand je suis sortie, Jacques m'a tenu la porte. « Quelle est la prochaine cible, commandant ?» J'ai pris une profonde inspiration. L'air de Lyon m'avait jamais semblé aussi pur. « Le plus difficile, Jacques, » ai-je répondu.
le véritable marionnettiste, celui qui tire les ficelles dans l'ombre, celui qui dirige tout ce cirque. Ce soir, nous nous préparons pour le grand final. Maintenant, je vous pose la question. Si vous aviez le pouvoir de mettre fin à la vie des personnes qui vous font du mal d'un simple coup de fil, feriez-vous preuve de clémence ou appuieriez-vous sur le bouton comme moi? Soyez honnête et écrivez-moi vos commentaires, car la fin de l'histoire est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Ce soir-là, dans mon bureau, je ne regardais pas les eaux sombres du Rhône, mais je fixais un écran lumineux. Je n'avais pas devant moi une carte du champ de bataille, mais quelque chose de plus dangereux. Le journal télévisé du soir, Lyon 1 TV, la chaîne la plus regardée de la ville. Et le propriétaire de cette chaîne, le magnat des médias, Jean-Pierre Lemoine, alias le marionnettiste. L'homme qui a fait d'Antoine une icône, qui a fait la promotion du restaurant fastueux de Bernard, qui a blanchi les relations politiques du mari de Juliette. Le sous-titre à l'écran était rouge sang, Lyon sous siège, la vengeance personnelle d'un amiral fou. L'angle de la caméra changea. À l'écran apparut Antoine, les yeux rougis, la voix tremblante, sans trace de l'arrogance du matin. « Je voulais juste jouer pour cette ville », disait-il, avec une victimisation savamment orchestrée. « Mais les soldats, ils nous ont traités comme des terroristes. Je ne peux plus m'entraîner, je suis psychologiquement brisée. » Puis Bernard est apparu à l'écran, avec derrière lui le restaurant scellé. « C'est un coup dur, ils m'ont pris mon gagne-pain, l'héritage de mon grand-père. » Et dans le studio, il y avait Jean-Pierre Lemoine en personne. La soixantaine, les cheveux argentés gominés en arrière, il portait un costume coûteux. Il regardait la caméra avec une expression rassurante, comme s'il était le protecteur de tout le peuple lyonnais. « Chers téléspectateurs, dit-il de sa voix veloutée, la France est un état de droit, mais aujourd'hui nous voyons que certains, écrasés par le poids de leur galon, utilisent croire leur pouvoir pour assouvir leur ego personnel. Cet amiral s'en prend à nos héros. Il s'en prend à notre économie. Allons-nous le laisser faire? Je souris. Les règles de la guerre avaient donc changé. Il ne s'agissait plus de dépôt de munitions ou de contrôle douanier. Il s'agissait désormais de perception. Jean-Pierre voulait me transformer en tyran aux yeux du public et briser la pression que j'avais exercée. C'était intelligent. Je déteste les ennemis stupides, mais les ennemis intelligents, c'est là que la danse commence. Le téléphone sur ma table, avec une ligne spéciale, a sonné. Le numéro était masqué. Je savais qui c'était. J'ai décroché. « Bonsoir, Jean-Pierre », ai-je dit avant qu'il ne parle. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Puis cette voix veloutée se fit entendre, cette fois-ci sur un ton un peu plus métallique. « Tu es rapide, Isabelle, ou devrais-je plutôt t'appeler amiral ? Je ne pensais pas que mes grades te posaient de problème, Jean-Pierre, jusqu'à ton spectacle de ce soir. » « Ce n'est pas un spectacle, ce sont des faits, » dit Jean-Pierre. Sa voix s'était durcie. « Écoute, Isabelle, tu es peut-être forte en mer, mais ici nous sommes sur terre, et à Lyon, les règles de l'océan ne s'appliquent pas. Ici, les requins portent des cravates. Et toi, tu nages actuellement dans mes eaux. »« Ah bon ?» dis-je en me calant dans ma chaise. « J'ai une proposition à te faire, » a-t-il poursuivi. « Retire-toi, ouvre ce restaurant, dégage le terrain d'Antoine. Laisse Juliette et Chloé tranquilles. Je corrigerai l'émission de ce soir en la qualifiant de malentendu. Sinon, demain matin, tu verras dans les journaux les gros titres « L'amiral qui a perdu la raison doit démissionner. » Ta carrière sera terminée, Isabelle. C'était une menace claire, nette et effrontée. Les requins en cravate, dis-je calmement, se prennent généralement pour des rois jusqu'à ce qu'ils voient le harpon Jean-Pierre. Ma carrière ne s'est pas écrite dans les journaux, mais sur les fronts. Mais ton empire médiatique, ses fondations sont-elles si solides que ça? Tu me menaces? A-t-il répondu en riant. Tu ne trouveras rien sur moi, je suis la voix de cette ville. On verra bien, ai-je répondu avant de raccrocher. J'ai immédiatement appuyé sur le bouton de l'interphone. Lieutenant, envoyez le commandant de la unité de cybersécurité dans mon bureau et trouvez-moi l'invitation au célèbre Gala des victimes, organisé ce soir par Jean-Pierre Lemoine. Une invitation, monsieur? Mais ils ne vous laisseront pas entrer. Je n'ai pas besoin d'invitation, lieutenant, répondis-je en sortant de mon tiroir le collier de perles que je portais au restaurant ce soir-là et en le posant sur la table.
Je ne vais pas là-bas en tant qu'invité. Je vais là-bas pour montrer comment les gros titres sont réellement créés. Jean-Pierre avait commis une grave erreur en diffusant la guerre à l'écran, car il avait oublié une chose. Une caméra ne filme pas seulement ce qui se trouve devant elle, elle éclaire parfois aussi l'obscurité qui se trouve derrière. Selon vous, les médias reflètent-ils la réalité ou font-ils le jeu de ceux qui les financent? Si vous êtes du côté du pouvoir de la vérité plutôt que du pouvoir des médias, aimez cette vidéo, car dans quelques instants, nous allons révéler les secrets cachés sous les lumières éclatantes des studios. L'immense cour du Grand Hôtel Dieu, symbole de Lyon, ressemblait ce soir-là au décor d'un film hollywoodien. Des tapis rouges déroulés sous les arches historiques, le bruissement des robes coûteuses, la lumière aveuglante des flashs. Jean-Pierre Lemoine avait réussi à mettre la ville en ébullition. Cette mascarade, baptisée Gala des victimes, avait été organisée pour rassembler l'élite de la ville contre une prétendue injustice. Quant à moi, je ne suis pas venue dans le confort de ces limousines noires qui entraient par la porte principale, mais dans un taxi ordinaire que j'avais arrêté dans une rue secondaire. Je ne portais ni uniforme ni médaille. Ce soir-là, la guerre ne se gagnerait pas avec des épaulettes, mais avec de l'élégance. Je portais une robe en soie bleu nuit, rappelant le bleu profond et autoritaire de la marine. Je n'avais autour du cou que mon collier de perles. Mes cheveux étaient simplement relevés en chignon. Mon arme n'était pas à ma ceinture, mais dans la petite oreillette couleur chair que je portais à l'oreille. La sécurité à l'entrée est maximale, commandant, dit la voix du commandant Morel, chef de l'unité de cybersécurité, dans mon oreillette. Votre nom ne figure pas sur la liste des invités. Ils vont vous arrêter. Anmamate. Pour m'arrêter, dit-il en sortant de la voiture et en respirant l'air frais de la nuit, il faudrait d'abord qu'ils me voient. Je me suis mêlée à la foule. Je ne me concentrais pas sur les visages des gens, mais sur mes objectifs. Les agents de sécurité à l'entrée étaient les gardes du corps privé de Jean-Pierre, des hommes imposants, menaçants, équipés d'écouteurs. Mais ils avaient un point faible. Ils étaient tellement habitués à l'arrogance qu'ils n'auraient jamais interrogé une femme qui marchait avec assurance. J'ai gardé la tête haute, j'ai plongé mon regard dans celui du chef de la sécurité et j'ai légèrement incliné la tête, comme pour saluer une connaissance. L'homme a hésité un instant. Cet instant d'hésitation m'a suffi pour me faufiler à l'intérieur. L'intérieur était encore plus étouffant que l'extérieur. Les coupes de champagne s'entrechoquaient, les faux rires fusaient, et sur l'immense scène au milieu de la salle, les victimes étaient assises. Antoine, une écharpe autour du cou, regardait autour de lui avec des yeux tristes. Bernard discutait avec des personnes qui le réconfortaient. Juliette et Chloé, vêtues de noir comme si elles étaient dans un funérarium, n'avaient toutefois pas oublié de porter leurs bijoux. Et il était là, à la tribune, Jean-Pierre Lemoine. Ce soir, disait-il, sa voix résonnant dans tous les coins de la salle, ce soir, nous sommes ici non seulement pour Antoine, pour Bernard, mais aussi pour l'honneur de Lyon. Nous ne laisserons pas une femme prendre cette ville en otage simplement parce qu'elle en a le pouvoir. Des applaudissements éclatèrent, le son métallique et froid de l'hypocrisie. Je me frayais un chemin à travers la foule pour me diriger vers la scène. Les gens commencèrent à me remarquer. D'abord, des chuchotements s'élevèrent, puis le silence se répandit. Comme une vague, tous les bruits cessèrent entre la porte et la scène. Jean-Pierre m'aperçut, son discours s'interrompit. Son visage exprima d'abord la surprise, puis ce sourire dégoûtant. « Eh bien, dit-il dans le micro d'un ton moqueur, nous avons un invité, l'amiral Huppert. Je suis impressionné par votre courage. Êtes-vous venu vous rendre et réparer votre erreur ?» Je gravis les marches de la scène. Chaque pas que je faisais rendait le silence dans la salle encore plus profond. Antoine s'enfonça dans son fauteuil en me voyant. Bernard pâlit. Je m'arrêtai à côté de Jean-Pierre. Il ne me tendit pas le micro, mais je n'en avais pas besoin. « Me rendre ?» dis-je. Je n'élevai pas la voix, mais l'acoustique était si bonne que même mon murmure fut entendu. « Non, Jean-Pierre, je ne suis pas venu ici pour me rendre, mais pour allumer les lumières. » « Les lumières sont déjà allumées, ma chérie, » dit Jean-Pierre en souriant. La foule rit aussi. « Je ne parle pas des lumières physiques, » ai-je dit en levant légèrement la main. « Major, maintenant. » À ce moment-là, les écrans LED géants qui entouraient la salle s'éteignirent. Les logos de la campagne d'aide et les photos dramatiques d'Antoine disparurent. À leur place apparurent des images granuleuses, prises par des caméras cachées. Première image.
Antoine, dans les vestiaires du centre d'entraînement de Groupama. Il parle à Chloé au téléphone. Ah, ces idiots sont incroyables, Chloé. J'ai fait semblant d'être blessée et mes maillots se vendent comme des petits pains. On les appelle des supporters, mais en réalité, ce ne sont que des portefeuilles ambulants. Tu crois que je me soucie de Lyon? L'année prochaine, je serai en Angleterre. Un Ah s'est élevé dans la salle. Antoine s'est levé d'un bond. C'est un montage, c'est faux. L'image change. Nous sommes maintenant dans la cuisine du restaurant de Bernard. Bernard parle au chef. Oh, ces truffes sont peut-être abîmées, je m'en fiche. Verse un peu plus d'huile de truffe dessus, personne ne s'en rendra compte. Ces idiots mangent la marque, pas le plat. Tu as rempli la bouteille de vin à 500 € avec ce vin de table bon marché? Bernard semblait vouloir se cacher sous la table. Et le coup de grâce. On entendait la voix de Jean-Pierre. À l'écran, un échange d'emails et, en arrière-plan, sa voix. Cette caisse des victimes est une excellente idée. Transférer directement l'argent collecté sur le compte Le Moine Média aux îles Caïmans. Utiliser le prétexte de la fondation pour échapper à l'impôt. Si l'amiral se mêle de l'affaire, lâchez la presse sur lui. Faites-le passer pour un fou. Personne ne cherche la vérité, tout le monde regarde les gros titres. Silence. Mais cette fois, le silence n'était pas dû au respect, mais à la terreur. Cette foule élitiste sentait au plus profond d'elle-même qu'elle avait été trompée, prise pour des idiots. Jean-Pierre était figé sur l'estrade. Il essaya d'éteindre le micro, cria au technicien « Coupez ça, éteignez !» Mais les écrans ne s'éteignirent pas, car il n'avait plus le contrôle. Le contrôle était entre les mains de la vérité. Je fis un pas de plus vers lui. L'expression confiante sur son visage avait disparu, laissant place à une panique pure. Le requin en cravate était devenu un poisson hors de l'eau. « Les médias sont puissants, Jean-Pierre », ai-je dit, m'adressant cette fois à toute la salle grâce à mon micro-cravate. Mais la vérité finit toujours par trouver un moyen de remonter à la surface. Comme un sous-marin, elle arrive sans bruit et quand elle frappe, il est trop tard. Je me suis retournée. Antoine pleurait et criait après son manager. Bernard était enseveli sous les décombres de son restaurant. Juliette et Chloé s'enfuyaient en essayant de cacher leur téléphone. Jean-Pierre, quant à lui, était resté seul sur scène, victime du monstre qu'il avait lui-même créé. En sortant de la salle, personne ne m'a arrêté. Même les agents de sécurité m'ont laissé passer. Les regards des gens n'étaient plus remplis de colère, mais de respect. Car les masques étaient tombés, révélant les visages hideux qui se cachaient dessous. Lorsque je suis sortie, Jacques m'attendait près du taxi. Il m'a souri. « La fête est-ce finie, commandant ?»« Non, Jacques, » répondis-je en ramassant les pans de ma robe bleu nuit pour monter dans la voiture. « La fête est finie, mais le nettoyage ne fait que commencer. Ce n'était qu'un coup de semonce. Nous passons maintenant à l'opération proprement dite. Y a-t-il quelque chose de plus satisfaisant que de voir le moment où un tyran panique, l'instant où son masque tombe et où son vrai visage apparaît? Je ne pense pas. Si vous aussi vous êtes curieux de connaître le dernier coup porté par la justice, abonnez-vous. Car à la fin de l'histoire, ce ne sont pas seulement des carrières qui s'effondreront, mais tout un empire. Le matin de la soirée de gala, Lyon n'était plus la même ville. Tous ceux qui se réveillaient ne voyaient rien d'autre que le mot « scandale » dans les gros titres des journaux, tout en sirotant leur café. Mais cette fois-ci, les gros titres ne parlaient pas du « fou amiral », mais de la bande de voleurs. Dans ma chambre au quartier général, je regardais les informations du matin sur Lyon 1 TV. Le fait que la chaîne diffuse des informations visant son propre propriétaire, Jean-Pierre Lemoine, était le comble de l'ironie. Le présentateur parlait maintenant d'allégations de corruption choquantes, comme s'il n'était pas celui qui avait prononcé ces paroles élogieuses la veille au soir. Les rats quittaient le navire en perdition, et Jean-Pierre, le capitaine du navire, était resté seul sur le pont. À l'écran, on voyait l'entrée des locaux de Groupama. Des centaines de supporters en colère s'étaient rassemblés, brandissant les maillots d'Antoine. Mais pas pour demander des autographes, pour les brûler. « Il nous a trompés !» criait un jeune garçon à la caméra. « J'ai économisé mon argent de poche pour acheter ce maillot. Et lui, il nous a traités de portefeuilles ambulants. » Le club avait publié un communiqué officiel. Le contrat d'Antoine Dumont a été résilié unilatéralement en raison de son comportement contraire à l'éthique. Notre club présente ses excuses à ses supporters. La carrière d'Antoine avait pris fin en moins de temps qu'il n'en fallait pour jouer un match de 90 minutes. Son transfert en Angleterre n'était plus qu'un rêve.
Le seul endroit où il pouvait aller était une équipe amateur d'un village oublié. Puis le restaurant de Bernard est apparu. Cette fois-ci, ce n'étaient pas des soldats qui se tenaient à la porte, mais des agents de la police financière. Ils transportaient des cartons remplis de documents. Bernard, vêtu d'une chemise froissée à la place de son élégant costume de la veille, essayait de cacher son visage alors qu'on le faisait monter dans le fourgon de police. Les accusations de tentative d'empoisonnement de clients et de fraude aggravée lui faisaient perdre une à une ses étoiles Michelin. Juliette et Chloé, leur situation était encore plus dramatique. Le mari de Juliette, Henri Rousseau, avait organisé une conférence de presse aux premières lueurs de l'aube et annoncé qu'il avait demandé le divorce, affirmant n'avoir pas été au courant du comportement irresponsable de son épouse. Le compte Instagram de Chloé avait quant à lui été suspendu en raison de plaintes d'utilisateurs. Pour quelqu'un qui existe dans le monde numérique, c'était un arrêt de mort. Mais ma cible principale était le gros poisson, Jean-Pierre. Mon téléphone a sonné. C'était le procureur général du Bureau national d'enquête sur les crimes financiers. « Amiral », m'a-t-il dit d'une voix respectueuse, « nous avons examiné les dossiers que vous nous avez envoyés, les mouvements de compte aux îles Caïmans, les fondations écrans. Tout est documenté. Cet homme n'a pas seulement fraudé le fisc, il a également détourné des fonds publics destinés aux médias nationaux. » « Qu'attendez-vous, monsieur le procureur général ?» demandai-je en buvant une gorgée de thé. « La décision de mise en détention a été prise. L'équipe est en route. Tous les actifs du groupe Le Moine Média ont été saisis. Mais, il marqua une pause. Il y a un problème, Jean-Pierre a disparu. Nous avons perquisitionné son domicile, il était vide. Il ne s'est pas présenté à l'entreprise. Son téléphone est éteint. J'ai souri. Il s'enfuit. Nous avons fermé les aéroports, nous avons alerté les postes frontières. Mais s'il dispose d'un jet privé ou d'un hélicoptère... Ne vous inquiétez pas, monsieur le procureur général, dis-je en tournant les yeux vers l'énorme carte numérique accrochée au mur. Sur la carte, un petit point rouge clignotait au sud de Lyon. Il ne pourra pas utiliser ce jet. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que, dis-je en passant mon doigt sur le point rouge, l'un des boutons de manchette clinquant que Jean-Pierre portait hier soir lors du gala et était équipé d'un micro-émetteur par un serveur maladroit qui l'a bousculé dans la foule. Et ce serveur était en fait mon meilleur sergent des renseignements. Le procureur général a ri. « Vous êtes redoutable, amiral. » « Ceux qui doivent avoir peur ont déjà peur, » ai-je répondu avant de raccrocher. Je me suis tournée vers Jacques. « Préparez-vous, Jacques. Nous allons à l'aéroport de Lyon-Bron, dans la section des hangars privés. » Une demi-heure plus tard, lorsque nous sommes arrivés dans cette partie tranquille de l'aéroport où décollent les avions privés, le jet de Jean-Pierre se préparait à rouler sur la piste. Les moteurs tournaient, le vent des hélices soufflait sur l'herbe de la piste. Jacques a conduit la voiture jusqu'au milieu de la piste, perpendiculairement à la trajectoire de décollage de l'avion, et s'est arrêté. L'avion a dû s'arrêter. Le bruit des moteurs s'est lentement atténué. Le pilote regardait depuis le cockpit, ne sachant pas quoi faire. Je suis descendue de la voiture. Le vent soufflait dans mes cheveux et mon manteau. La porte de l'avion s'est ouverte. Jean-Pierre est apparu en haut des marches, un sac à la main. « Écarte-toi » a-t-il crié, sa voix couvrant le bruit des moteurs. « Je dois décoller, tu ne peux pas m'en empêcher. » Je ne me suis même pas approchée de lui. J'ai simplement levé la main et fait un signe « non » avec mon doigt. À ce moment précis, des sirènes retentirent à l'autre bout de la piste. Des voitures de police noires et des jeeps militaires encerclèrent l'avion en formant un croissant. Jean-Pierre regarda autour de lui. Il n'avait nulle part où aller. Ce grand magnat des médias, ce requin en costume cravate, était désormais coincé dans les escaliers de son avion privé, une valise remplie d'argent liquide à la main. Les policiers se précipitèrent vers les marches. Jean-Pierre n'opposa aucune résistance. Il n'en avait plus la force. Il laissa tomber ses bras. Le sac lui échappa des mains, la fermeture éclair s'ouvrit et les liasses d'euros qu'il contenait s'éparpillèrent sur la piste, emportées par le vent. Alors qu'il le faisait monter dans le fourgon de police, il m'a regardé. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Seulement une pure défaite et la question « Comment ?» Je me suis approchée de lui. Ils ont baissé la vitre. « Je te l'avais dit, Jean-Pierre, lui ai-je dit, c'est mon territoire. Et dans mon territoire, les requins ne sont pas des chasseurs, mais des proies. Où vais-je aller ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. «
À la bibliothèque de la prison, ai-je répondu. Tu auras tout le temps que tu veux là-bas. Tu écriras peut-être un livre. Orgueil et chute pourrait être un bon titre. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé les policiers ramasser l'argent sur la piste. L'empire de Jean-Pierre s'était effondré, comme ces morceaux de papier emportés par le vent. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Le plus gros de ces dominos était tombé, certes, mais qu'en était-il de ceux qui avaient été écrasés sous ces dominos? Les employés du restaurant, les supporters trompés, les femmes qui avaient consommé ces produits toxiques sont... Qu'allait-il advenir d'eux? Il est facile de détruire. La vraie question est de savoir ce que l'on va construire à la place des décombres. Jacques s'approcha de moi. On retourne au quartier général, commandant? Non, Jacques, répondis-je en regardant le soleil couchant. Nous descendons en ville. La destruction est terminée. Il est maintenant temps de construire. Il est temps de rendre ce restaurant, cette usine et ce groupe médiatique à leurs véritables propriétaires, c'est-à-dire au peuple. Le moment le plus savoureux d'une histoire de vengeance, c'est-il celui où l'ennemi tombe, ou bien le silence qui suit cette chute? À mon avis, ni l'un ni l'autre. Le moment le plus savoureux, c'est celui où la balance de la justice est enfin équilibrée. Si, comme moi, vous croyez que la justice ne consiste pas seulement à punir, mais aussi à réparer, ne manquez pas ce que je vais vous raconter, car Isabelle Huppert sait non seulement détruire, mais aussi créer. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Jean-Pierre Lemoine. Il régnait désormais une ambiance de fête dans les rues de Lyon. Les gens sentaient dans l'air pur qui emplissait leurs poumons que la pression médiatique invisible qu'ils subissaient depuis des années avait disparu. Mais pour moi, la guerre n'était pas encore terminée, car lorsqu'on renverse un dictateur, il faut aussi combattre ses fantômes. Tôt le matin, je me trouvais devant la porte scellée du palais de cristal. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Je n'avais pas une armée d'avocats à mes côtés, mais le chef Gustave que Bernard avait relégué à l'arrière de la cuisine pendant des années en le qualifiant de trop vieux, mais qui était en réalité le véritable créateur de ces sauces légendaires. Et derrière lui, le plongeur, le commis, le serveur du restaurant. Ces héros invisibles dont Bernard ne payait pas les salaires, les qualifiant de dépenses inutiles. En face de nous se tenaient là les avocats de Jean-Pierre. Vêtus de costumes coûteux, les décisions de justice à la main, ils attaquaient avec un dernier espoir. « Cette propriété appartient à Lemoine Holding !» cria le principal avocat en agitant le document qu'il tenait à la main. « L'arrestation de mon client ne supprime pas ses droits de propriété. Vous devez ouvrir cet endroit. » Le chef Gustave me regarda avec effroi. Il s'essuya les mains sur son tablier. « Madame, ne nous attirez pas d'ennui. » Je lui ai lancé un regard rassurant, puis je me suis tournée vers l'avocat. « Quel droit de propriété ?» demandai-je en lui tendant la tablette que je tenais dans ma main. « Parlez-vous de la propriété achetée dans le but de blanchir de l'argent sale par l'intermédiaire d'une société écran aux îles Caïmans, ou du droit de propriété publique violé par la construction illégale d'un étage supplémentaire au-dessus des vestiges historiques situés sous le restaurant ?» L'avocat a hésité. « Le tribunal a rendu son verdict ce matin. » ai-je poursuivi. Tous les biens acquis, grâce à des revenus illicites, ont été transférés à l'administration publique afin d'indemniser les victimes. Ce lieu n'appartient donc plus à Jean-Pierre. Il appartient désormais à ces personnes qui ont été lésées pendant des années. Les avocats ont accepté leur défaite et se sont retirés. Lorsqu'ils sont montés dans leur voiture et sont partis, le chef Gustave avait les larmes aux yeux. « Que va-t-on faire maintenant ?» demanda-t-il. « Cet endroit est en ruine. »« Non, Gustave, » ai-je répondu en retirant moi-même le seau apposé sur la porte du restaurant. « Ce n'est pas une ruine, ce sera une école, l'Académie de cuisine Cristal, un centre de formation pour les jeunes talentueux mais démunis. Et vous en serez le chef formateur. »« Bapanki » l'expression sur le visage de Gustave. À cet instant, la fatigue des années s'est effacée pour laisser place à l'espoir. C'était ça, la véritable victoire. Dans l'après-midi, Jacques m'a emmené dans l'un des vieux quartiers de la ville. Nous nous sommes arrêtés devant un petit café miteux. Je ne suis pas sortie de la voiture, j'ai juste baissé la vitre. À l'intérieur, j'ai vu Antoine. Il ne portait pas ses uniformes voyants. Il avait un tablier de serveur taché. Il se déplaçait entre les tables en tremblant pour ne pas faire tomber le plateau qu'il tenait dans ses mains. Un client l'a interpellé, l'a réprimandé. Antoine a baissé la tête, s'est excusé. Il ne restait plus rien de cet enfant, arrogant qui disait «
Je suis le roi de cette ville. Allons-nous l'aider a demandé Jacques. Non, répondis-je. La meilleure aide que l'on puisse lui apporter, c'est parfois de lui montrer la réalité de la vie. Pour la première fois de sa vie, Jacques travaille vraiment. Laissons-le découvrir ce que signifie le mot travail. En fin d'après-midi, notre dernière étape était le bâtiment des médias de Jean-Pierre. Lorsque je suis entrée, les employés m'ont accueilli avec des applaudissements. Eux aussi s'étaient libérés. Je suis montée au dernier étage du bâtiment, dans le bureau somptueux de Jean-Pierre. La vue était imprenable. Tout Lyon s'étendait à mes pieds. Mais cette fois, je ne regardais pas la ville comme un propriétaire, mais comme un protecteur. Sur le bureau, il y avait un mot laissé par Jean-Pierre. « Tu m'as vaincu, mais le pouvoir de ce fauteuil te corrompra aussi. » J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. « Tu te trompes, Jean-Pierre, » ai-je dit à la pièce vide. « Le pouvoir n'est toxique que lorsqu'on l'utilise pour soi-même. Lorsqu'on l'utilise pour les autres, c'est un remède. » J'ai sorti mon téléphone et me suis connectée à l'émission en direct. Cette fois-ci, depuis mon propre compte. « Peuple de Lyon », ai-je dit. Ce groupe médiatique a été transféré à une fondation indépendante à compter d'aujourd'hui. Désormais, ce n'est plus la voix des patrons qui résonnera ici, mais la vôtre. Les vérités, aussi douloureuses soient-elles, seront dites sans censure. Lorsque j'ai mis fin à la diffusion, j'ai ressenti une profonde paix intérieure. Le feu de la vengeance s'était éteint. À sa place, il ne restait que la chaleur d'une ville renaissant de ses cendres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car construire est plus difficile que détruire, et chaque nouvel ordre engendre ses propres ennemis. Serais-je capable de préserver ce nouvel ordre? Ou bien, comme le dit Jean-Pierre, le pouvoir me changera-t-il si du repos? Si vous voulez connaître la réponse, continuez à écouter, car la fin sera bien plus émouvante que vous ne l'imaginez. Le lendemain matin, lorsque mon téléphone a sonné, l'appelant n'était pas de Lyon. Le numéro qui s'affichait à l'écran portait le code froid et officiel de Paris, le ministère de la Défense. « Amiral Huppert » dit le secrétaire particulier du ministre, d'une voix tendue mais tout aussi officielle. « Monsieur le ministre souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. Votre hélicoptère sera prêt à décoller dans 10 minutes. » C'était un appel que j'attendais. Quand on bouleverse une ville, son ordre établi et les parasites qui en vivent, il est impossible que les sismographes de la capitale ne tremblent pas. Je jetai un bref regard à Jacques. Il prépara ma valise. Je n'y mis que ma tablette. À mon arrivée à Paris, les murs gris et les couloirs au plafond haut du ministère de la Défense m'ont semblé plus froids que jamais. C'était là que les décisions étaient prises, mais que leurs conséquences se faisaient rarement sentir. Lorsque je suis entrée dans le bureau du ministre, la tension était palpable. Le ministre se tenait devant la fenêtre, dos à moi. Sur son bureau se trouvait un épais dossier sur les événements de Lyon et les journaux du jour. Les gros titres faisaient état de l'arrestation de Jean-Pierre. « Amiral », dit le ministre sans se retourner vers moi, sa voix était fatiguée. « Pouvez-vous m'expliquer ce que vous avez fait? Avez-vous procédé à un nettoyage à Lyon ou avez-vous déclenché une guerre civile ?»« Je n'ai fait que mon devoir, monsieur le ministre, » répondis-je sans rompre ma posture au garde à vous. J'ai éliminé les éléments qui menaçaient la sécurité nationale. Le ministre s'est enfin retourné. Son visage était rouge vif. La sécurité nationale? Depuis quand un restaurant, un terrain de football et un magnat des médias sont-ils une question de sécurité nationale? Isabelle, vous avez dépassé les limites. Ce groupe médiatique était l'un des plus grands soutiens de notre parti. Ce club de football était une source de morale pour la ville. Vous avez bloqué le système. Le système n'a pas été paralysé, monsieur, ai-je répondu calmement. Le système a été nettoyé. Ce groupe médiatique manipulait la population. Ce footballeur fraudait le fisc. Et ce restaurant était une plaque tournante du blanchiment d'argent. Si le soutien de notre parti repose sur ce genre d'individus, nous devrions peut-être revoir nos fondements. Le ministre frappa du poing sur la table. « Ne me donnez pas de leçons de politique, amiral. Nous sommes à Paris. Ici, les choses ne se passent pas comme sur votre navire. Les élites sont inquiètes, les investisseurs sont nerveux. Le Premier ministre m'a appelé ce matin. Il m'a dit « Arrêtez cet amiral fou. » Il prit une profonde inspiration et me regarda dans les yeux. « Je veux que tu prennes ta retraite, Isabelle, immédiatement. Tu vas te retirer discrètement dans ton coin et nous allons couvrir ce scandale en prétendant que tu as démissionné pour des raisons de santé.
J'ai souri. J'ai sorti la tablette de mon sac et l'ai posée sur la table, juste à côté du dossier démission. Qu'est-ce que c'est demanda le ministre. Ceci ai-je répondu, et le dossier Relations spéciales provenant des serveurs cryptés de Jean-Pierre Lemoine. Il contient des emails, des virements bancaires et quelques photos intéressantes sur la manière dont certains appels d'offres du ministère ont été orientés en échange d'un soutien médiatique. Le ministre a pâli. Sa main tremblante s'est tendue vers la tablette, mais elle n'a pas osé la toucher. « Est-ce une menace ?» murmura-t-il. « Non, monsieur le ministre, » répondis-je en conservant le ton ferme de ma voix. « Je suis un soldat. Je ne menace pas, j'avertis. Si vous me mettez à la retraite, ce dossier deviendra le premier sujet d'enquête de notre fondation indépendante. Mais si vous me laissez à mon poste et que vous soutenez le nettoyage à Lyon, ce dossier restera à jamais au fond de l'océan. » Le silence qui régnait dans la pièce était comme celui qui précède une tempête. Le ministre détourna les yeux. Il avait accepté sa défaite. Comme Jean-Pierre, il pensait que le pouvoir venait uniquement du siège, mais le véritable pouvoir était entre les mains de ceux qui n'avaient rien à perdre. « Partez, Isabelle, » dit-il d'une voix tremblante. « Retournez à Lyon et priez pour que ce dossier reste vraiment au fond de l'océan. » « Ne vous inquiétez pas, » ai-je répondu en quittant la pièce. « Mon océan est profond et sombre. » Quand je suis revenue à Lyon, le soir tombait. Jacques voulait m'emmener au quartier général, mais je l'en ai empêché. « Emmène-moi là-bas, Jacques, » lui ai-je dit. Pas là où tout a commencé, là où tout s'est terminé. La voiture grimpa vers cette colline tranquille à l'extérieur de la ville, le cimetière de Loyasse. C'était l'endroit le plus ancien et le plus paisible de Lyon. Le bruit de la ville n'y parvenait pas. Il n'y avait que le bruit du vent et le chant des oiseaux. Je me suis arrêtée devant la simple pierre de marbre qui surplombait le fleuve, à l'extrémité du cimetière. Un seul nom y était ainsi inscrit. Pierre Huppert, 1965-2023. Je sortis de mon sac la médaille que je n'avais pas portée au restaurant ce soir-là. L'ordre du mérite. Je la posai sur la pierre, juste à côté de son nom complet. « Pierre », murmurai-je. Les larmes que je retenais depuis des jours commencèrent enfin à couler de mes yeux. J'ai réussi, mon amour. Je les ai vaincus. Mais tu sais quoi? Aucun d'entre eux n'a pu combler ton absence à cette table ce soir-là. Ce soir-là, dans ce restaurant, nous devions fêter notre 30e anniversaire de mariage. Tu avais réservé cette table 3 mois avant ta mort. Je te promets, Isabelle, m'avais-tu dit depuis ton lit d'hôpital. Ce soir-là, à cette table, nous boirons ce vin. Tu n'es pas venu, Pierre, mais j'y suis allée pour toi. Et quand ces imbéciles ont manqué de respect à ta mémoire, à notre mémoire, à ce moment-là, la femme en deuil qui était en moi est morte et a laissé place à la soldate assoiffée de vengeance. On m'appelle la dame de fer, ai-je dit en touchant la pierre tombale. Forte, invincible, insensible, ils ne savent pas, Pierre, que le fer rouille aussi, que le fer se fatigue aussi. J'ai seulement revêtu mon armure pour protéger ta mémoire. J'ai entendu un bruissement derrière moi. Quand je me suis retournée, une jeune femme se tenait à côté de Jacques. Elle tenait un petit bouquet de fleurs dans ses mains. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Amiral ?» dit-elle d'une voix timide. J'ai essuyé mes larmes et j'ai essayé de remettre mon masque fort. « Oui ? Je m'appelle Sophie, dit-elle. Je suis la première étudiante admise à l'Académie de cuisine Cristal. Le chef Gustave m'a dit que vous pourriez venir ici. Je voulais juste vous remercier. » Elle me tendit les fleurs. Mon père était ouvrier dans l'usine de Jean-Pierre. Quand il a eu son accident, ils l'ont licencié sans indemnité. Nous avons cherché justice pendant des années, mais personne ne nous a écoutés. Vous avez été notre porte-parole. J'ai pris les fleurs. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de bien plus grand que la victoire dans le bureau du ministre ou l'arrestation de Jean-Pierre. Ce n'était pas la froideur de la vengeance, c'était la chaleur de la justice. Pierre avait raison, le pouvoir n'avait de sens que lorsqu'il était utilisé pour les autres. « Ne me remercie pas, Sophie, » lui ai-je dit en lui tenant la main. « Travaille simplement dur et fais des merveilles dans cette cuisine. Ce sera la plus belle réponse que tu puisses donner. » Quand Sophie est partie, j'ai regardé une dernière fois la tombe de Pierre. Repose en paix, mon amour. La guerre est finie, mais mon combat continuera jusqu'à mon dernier souffle. Je vous pose maintenant la question suivante. Quelle est la plus grande force d'un être humain? Le grade qu'il porte sur ses épaules? L'argent qu'il a à la banque?
ou bien la loyauté inébranlable qu'il voue à la mémoire de ses proches? Si vous aussi vous croyez que la source du pouvoir réside dans le cœur, ne manquez pas la fin, car chaque histoire a une fin, mais les légendes vivent éternellement. 1 an s'est écoulé depuis les événements. Aujourd'hui, Lyon connaît à nouveau l'une de ces soirées humides et fraîches, mais l'air a désormais une odeur différente. Il n'y a plus d'odeur de peur et d'arrogance, mais celle du pain fraîchement cuit et de la rivière. Je ne porte plus cet uniforme officiel. Le mois dernier, j'ai demandé ma retraite. Cette fois-ci, de mon plein gré. Le ministère a accepté avec plaisir, mais craignant le dossier que je laissais derrière moi, il n'a pas manqué de me décerner la plus haute distinction honorifique de l'État. Savez-vous où je suis en ce moment? Je me trouve devant le bâtiment qui s'appelait autrefois le Palais de Cristal et qui porte aujourd'hui l'enseigne Académie de cuisine Cristal. À l'intérieur, une cérémonie de remise des diplômes est en cours. À travers les vitres, je vois les jeunes chefs courir avec enthousiasme dans leurs tabliers blancs. Au premier plan, il y a Sophie. Son visage ne porte plus une trace de la timidité qui l'habitait il y a 1 an. À ses côtés, le chef Gustave dirige la cuisine comme un chef d'orchestre. Ce restaurant n'est plus seulement le repère des riches, mais aussi celui des talents. Et le plus beau, c'est que tous les vendredis soirs, ils offrent un festin gratuit aux familles sans ressources. L'arrogance qui occupait ma table ce soir-là a désormais laissé place à l'honneur de partager. Et les autres? J'ai reçu une lettre de Jean-Pierre Lemoine, ou plutôt du directeur de la prison. Il travaille à la bibliothèque. D'après ce qu'on dit, il apprend à lire et à écrire aux autres détenus. L'empereur arrogant a enfin appris à servir. J'ai vu Antoine Dumont aux informations l'autre jour, mais pas dans la rubrique sportive. Alors qu'il travaillait comme livreur de pizza, il a aidé une vieille dame à traverser la rue. Quand les caméras l'ont reconnu, il a essayé de s'enfuir. La honte, le sentiment le plus fondamental qui fait de nous des êtres humains. Je pense qu'Antoine a enfin compris qu'il devait construire son caractère avant son talent. Juliette et Chloé se sont repliées dans le silence. Elles mènent une vie sans éclat mais authentique dans la banlieue de la ville. Peut-être peuvent-elles pour la première fois se regarder dans le miroir sans filtre. Et moi, je ne suis plus la femme Indiba, femme invisible. Quand je marche dans les rues de Lyon, les gens me reconnaissent. Ils me saluent, me sourient. Parfois, un boulanger m'offre une baguette fraîche. Parfois, un étudiant me cède sa place. J'ai perdu mes grades, mais j'ai gagné un titre bien plus précieux. La mère de Lyon. Je me rends chaque semaine sur la tombe de Pierre. Je lui parle de l'académie, des nouvelles recettes de Sophie, des changements dans la ville. Il ne répond peut-être pas, mais dans le murmure du vent, j'ai l'impression de l'entendre dire « Je suis fière de toi, Isabelle ». Mon histoire s'arrête ici, mes amis. Ce fut un voyage qui a commencé autour d'un dîner et qui a changé le destin d'une ville. Je n'étais qu'une étincelle. Le véritable feu brûlait dans le cœur de personnes assoiffées de justice. J'ai une dernière demande à vous faire. Si dans votre vie, quelqu'un vous fait sentir que vous êtes invisible, quelqu'un qui vous méprise, qui vous prive de vos droits, qui vous rabaisse, ne baissez jamais la tête, car en chaque être humain sommeille un amiral qui attend d'être réveillé. Le pouvoir n'est pas une autorité qui vous est donnée, le pouvoir, c'est le courage de se lever pour défendre ce que l'on sait être juste. Je suis Isabelle Huppert, et c'était ma lumière. À vous maintenant. Allumez votre propre lumière et éclairez l'obscurité. Au revoir.